Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer la prévention des difficultés de l'entreprise. On a deux types de prévention des difficultés de l'entreprise. Premièrement, on a la prévention interne des difficultés des entreprises et la prévention externe. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur la prévention interne des difficultés des entreprises. D'abord, la notion de prévention des difficultés de l'entreprise est plus récente. Or, cette législation tente de régir la prévention des difficultés de l'entreprise lorsque celle-ci cesse de fonctionner de manière harmonieuse et qu'une rupture dans la continuité de son exploitation se produit au risque de se produire, et de concilier au milieu les objectifs de sauvegarde de l'entreprise, de l'emploi et de maintien de l'activité. Cette législation aura ici pour objectif de répondre à la nécessité d'adaptation des entreprises marocaines aux exigences de l'environnement économique et financier et doit alors, pour être efficace, prendre en considération toutes les difficultés que peuvent rencontrer celles-ci sans attendre leur traduction financière. À cet effet, l'évolution de l'environnement économique, fiscal et administratif et l'évolution des modes de financement rendent parfois vulnérables nombre d'entreprises. En pratique, ces entreprises rencontrent quotidiennement des indices de fonctionnement tels qu'ils risquent d'avoir un impact financier irrémédiable sur leur exploitation. Aussi, a-t-on pu dire que le droit des entreprises en difficulté constitue ici, comme ailleurs, un changement des mentalités à l'égard des entreprises en situation de difficulté financière. L'accent étant mis sur la prévention de l'entreprise et sur la nécessité de sauvegarde de l'entreprise en tant qu'entité viable et génératrice d'emplois. À ce propos, le chef d'entreprise est tenu à l'aide d'outils de gestion et d'une démarche prévisionnelle à la responsabilité quotidienne vis-à-vis des actionnaires, aux associés, des salariés et des tiers d'assurer le fonctionnement normal de son exploitation, tout en prévenant la cessation de paiement. Alors, le système de la prévention interne est bâti particulièrement sur une meilleure connaissance et sur une anticipation précoce des causes de défaillance des entreprises, mais une telle détection aurait été insuffisante s'il n'était pas accompagné par une reconnaissance notable à certains acteurs d'intervenir auprès de la direction à travers un système d'alerte de nature purement libérale. Ce qui amène ici à l'esprit d'évoluer la réflexion vers une juridicisation des outils et des méthodes d'anticipation comptable et financière de l'entreprise à travers la mise en place des mécanismes juridiques de la révélation des difficultés de l'entreprise. Le système de la prévention doit porter de manière privilégiée sur les entreprises dont l'éventuel arrêt d'activité aurait des conséquences importantes pour l'emploi, tant direct qu'indirect. Elle repose tout d'abord sur la connaissance de l'environnement économique de l'entreprise, en particulier tout incite de paiement que rencontre une entreprise dont la fonction de direction financière spécifiquement assurée est nécessairement significative et doit donner lieu à une action de prévention. Ce système dit la prévention s'inscrit davantage dans une demande de recourir à la mise en œuvre des mesures de détection, car il est tenu avant de procéder au déclenchement de l'alerte interne de connaître préalablement les difficultés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise. Ces outils, selon la doctrine, sont fréquemment souhaitables en donnant au chef d'entreprise le pouvoir d'envisager les mesures de redressement durable de la situation de son entreprise. Cette démarche de détection constitue ici
l'enjeu de renforcement à la fois de la transparence d'audit des éléments de la situation d'entreprise et des hypothèses de redressement économique ou financier, ce qui facilite ici d'établir une situation réelle de trésorerie et un plan prévisionnel sur la situation financière de l'entreprise. Or, la mise en place d'un plan de financement prévisionnel suppose comme préalable nécessaire un diagnostic des difficultés dans lesquelles se trouve l'entreprise soit identifié et que les mesures destinées à répondre à ces difficultés soient décidées. C'est dire autrement que les perspectives de redressement doivent être clairement exposées. L'évolution de l'entreprise doit pour présenter une rupture avec le passé. Ainsi, un plan de redressement reposant sur des relances commerciales et un plan de refinancement ne serait suffisent parfois à résorber les difficultés de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la réalisation d'un diagnostic sur l'origine des difficultés de l'entreprise paraîtrait ici évidente. De ce fait, le système de la prévention va se traduire à travers un partage d'informations, de surveillance et de détection des indices de difficulté selon le processus d'information de base. Telles sont les informations sur la valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation, ou encore plus sur l'indication du fonds de roulement à ses besoins de financement, concernant réellement toutes les entreprises que l'on favorise à ce stade la détection des difficultés financières d'entreprise. De même, d'autres mécanismes associés au renforcement de la détection, telles sont les préoccupations majeures des documents comptables. Cette détection est encore plus renforcée par le système de l'information externe. La prévention par l'information. L'étude de ce point doit s'articuler autour de deux volets. Le premier concerne la détection par le recours au système d'information interne. Le second s'attache alors à la détection par les renseignements ainsi recueillis par les tiers. D'abord, la prévention par l'information interne. La prévention des difficultés de l'entreprise tend à assurer la qualité de la gestion plus que de celle des gestionnaires. C'est l'importance qualitative des hommes. C'est évident dans la conduite des affaires que certains d'entre eux sont auréolés de vertus presque magiques qui conduisent des affaires que certains d'entre eux sont auréolés de vertus presque magiques et qui ambitionnent de placer. D'abord à la tête d'entreprise des gestionnaires à la hauteur de la tâche qui leur est confiée et à celle du développement économique de l'entité qu'ils sont chargés de surveiller. Le livre 5 du Code de commerce du 1er août 1996, modifié et complété par la loi numéro 73-17, s'est préoccupé dans ses orientations d'amener les dirigeants à mieux connaître la situation présente de leur entreprise, à réfléchir à son évolution et à prendre conscience de ses difficultés. Cette démarche d'anticipation se traduit à travers un système d'information et de contrôle. Or, contrôler le fonctionnement quotidien de l'entreprise, c'est agir avant que l'entreprise ne tombe sous le coup de la défaillance. Parallèlement à l'effort législatif d'accroître la portée de l'information comptable, nous procédons en premier lieu à l'anticipation des difficultés d'entreprise par le recours à la tenue des documents comptables, à côté de la prévention au sein de l'entreprise par les documents comptables. Il convient de faire une place en second lieu à la prévention par la communication des informations comptables aux organes sociaux en tant qu'outil qui permettra
de révéler au plus tôt les risques de la défiance. Ceci afin d'assurer la sécurité et la continuité des transactions. Maintenant, on passe à la prévention par les documents comptables traditionnels. On a la prévention avant la création de l'entreprise et la prévention après la création de l'entreprise. Bon, il arrive parfois que l'entreprise peut, au cours de son fonctionnement, encourir des risques qui peuvent entraver son fonctionnement. Certes, on observe ici qu'il y avait deux cas de figure. Soit l'entreprise n'est équilibrée et sa situation va se déséquilibrer en cours d'existence, soit l'entreprise est créée déséquilibrée et des problèmes sont présentés dès le départ. C'est dans ce cadre que Patrick Atlan, écrivant désormais comme la biologie moléculaire l'enseigne, certaines maladies sont contenues en germes dans les cellules du corps humain. C'est la naissance, ainsi que les entreprises apparemment saines peuvent-ils recéler des vices quasi génétiques qui un jour l'affecteront plus ou moins gravement. Or, la personne morale comme l'être humain n'est prospère, dépérit et disparaît. La disparition des entreprises obsolètes est un phénomène normal et naturel dans une économie libérale. L'étude de ces controverses est tournée autour de deux points semblent ici essentiels, dont l'un est lié à l'anticipation des difficultés avant même la création d'entreprises, alors que l'autre point s'attache particulièrement à l'anticipation par la création de l'entreprise. D'abord, la prévention avant la création de l'entreprise. Le concept de la prévention s'étale parfois avant même la mise en œuvre concrète du projet d'entreprise. Cette démarche d'anticipation est effectuée à travers une étude de faisabilité sur ce projet. Et si ce projet est envisageable dans l'idée que l'on va essayer d'adopter, dans le but de faire à la fois une entreprise et surtout d'éviter le transfert des risques de la défaillance à l'avenir. Il s'agit donc ici d'une phase de développement et de prévention préalable à la mise en œuvre concrète de l'idée d'entreprise. Pour ce faire, il est donc essentiel de vérifier si l'idée d'entreprendre est cohérente avec la stratégie et les moyens dont dispose l'entrepreneur. Il est donc nécessaire d'évaluer cette démarche sous tous ses contours afin de valider l'idée du projet et d'évaluer sa faisabilité technologique, commerciale, économique, juridique et organisationnelle. Or, cette démarche d'anticipation préalable à la mise en œuvre concrète de l'idée d'entreprise permet en effet d'éviter une création déséquilibrée d'une entreprise, ce qui suscite parfois des actions de prévention avant la naissance légale de l'entreprise. Quelle que soit l'origine de l'idée, cela ne veut pas dire qu'une entreprise doit se cantonner à son métier de base, mais si elle s'en écarte, les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée à l'avenir doivent déjà apparaître dans l'étape de faisabilité de projet d'entreprise. Cette phase de prévention préalable doit être concluante pour décider de la poursuite du projet et s'assurer par conséquent le maximum de chances de réussite. L'étude de faisabilité constitue donc ici une phase efficace de la prévention des difficultés que l'entreprise peut rencontrer après la mise en œuvre concrète de son projet. Dans l'affirmative, l'étude de faisabilité n'aura pas été vaine. Elle aura permis de formuler le concept, de définir précisément le projet et le cadre dans lequel il se déroulera et d'obtenir des informations supplémentaires sur le projet. Au cas où le chef d'entreprise constate l'abandon du projet, l'étude de faisabilité aura permis d'économiser du temps et de l'argent dans les étapes ultérieures vouées à l'échec. Cette étude permet encore d'initier l'entreprise au processus d'innovation technologique et de mobiliser une équipe autour d'un projet.
préalable nécessaire à la phase du système de prévention et de développement des projets d'entreprise. L'étude de faisabilité aura permis à l'entrepreneur de prendre une décision assez sage, soit-elle, tout en ayant connaissance des risques que comporte le projet. Ensuite, la prévention après la création de l'entreprise. Le système de la prévention trouve assez souvent son origine après la mise en œuvre de l'idée de l'entreprise, notamment à travers la tenue des documents comptables rétrospectifs. L'une des premières démarches initiées par l'entreprise est celle de procéder à l'analyse des informations contenues dans le bilan, car il est susceptible de fournir de précieux renseignements. L'intérêt du document trouve cependant sa limite. L'examen d'un seul bilan ne fixe en effet que la situation financière et économique de l'entreprise à un moment donné et par conséquent ne constitue qu'une physionomie statique de l'entreprise. Pour avoir une connaissance plus approfondie de celle-ci, il est nécessaire d'évaluer l'analyse vers l'évolution de sa structure en comparant plusieurs bilans. Cette comparaison de bilans successifs donne de l'entreprise une conception cinétique. Il constitue notamment un véritable film de la structure financière de l'affaire et la politique financière suivie par ses dirigeants. Ainsi, la structure financière qui apparaîtra au dernier bilan pourra alors être interprétée d'après l'activité passée et les résultats obtenus. C'est ainsi que l'on pourra tirer des conclusions très différentes sur deux entreprises qui auraient pourtant les bilans actuels assez semblables, mais dont l'évolution par rapport au bilan précédent montre une situation financière au progrès pour l'une et en régression pour l'autre. Considéré comme l'image de la structure patrimoniale d'entreprise, le bilan constitue ici un élément efficace de l'anticipation des difficultés d'entreprise, car il représente la totalité des opérations effectuées durant un exercice, ce qui facilite de surplus l'estimation des risques. À l'instar du bilan, le compte des produits et charges ferait sortir des montants de l'exercice précédent, ce qui facilite par la suite l'analyse de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Et encore plus, il traduit de manière précise la façon dont l'entreprise a gagné ou perdu les montants affichés au bilan. Ce système d'anticipation se gain ou de perte donne au chef d'entreprise des informations sur la situation exacte de son entreprise. De ce fait, on y trouve ici l'explication d'un résultat défaillant ou au contraire exceptionnel. Ces outils précieux de l'anticipation des difficultés de l'entreprise est mis en place dans le but d'être informé sur la formation du résultat de l'entreprise. Cependant, une grille d'analyse de solutions est parfois trouble par un principe comptable cardinal, celui de prudence, qui crée une sorte de distorsion entre les produits et les charges. Ainsi, pour les produits, la prudence incite de ne prendre que les produits certains dans leur montant et non pas dans leur seule existence. Et pour les charges, l'incertitude quant à leur montant ne permet pas d'en différer le rattachement à l'exercice au cours duquel elles ont pris juridiquement naissance. La déformante tient au déséquilibre déjà signalé entre produits et charges en raison de l'application de la règle de prudence. C'est donc en débit que figure la somme du flux des opérations qui ont contribué à appauvrir. Au crédit, celle du flux des opérations qui ont contribué à l'enrichir, l'inscription au débit du stock en début d'exercice et au crédit du stock en fin d'exercice a essentiellement pour but d'enregistrer leur différence qui c'est les positifs. Stock de fin d'exercice est supérieur au stock de début d'exercice. Constitue un enrichissement
de l'entreprise et si elle est négative, stock de fin d'exercice est inférieur au stock de début d'exercice, constitue un appauvrissement de l'entreprise. Comme dans le bilan, les taux sont égaux mais équilibrés parfois artificiellement par l'inscription soit d'un solde débiteur au crédit, soit d'un solde créditeur au débit, correspondant à la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Ce solde bénéficiaire au déficitaire dans le résultat d'exploitation des diverses activités de l'entreprise. Ce compte réintroduit certainement dans les résultats tout ce qui n'est pas dû à la gestion normale de l'exercice. C'est le cas notamment des pertes exceptionnelles et des impôts sur les bénéfices qui figurent à son débit, ou bien encore des profits sur exercice antérieur et des profits exceptionnels inscrits à son crédit. Il est comme le compte d'exploitation équilibré par un solde qui correspond au résultat d'ensemble de l'exercice social. Équilibrant les débits, le solde créditeur représente le bénéfice net total. Équilibrant les crédits, le solde débiteur représente la perte nette totale. Prendre conscience de l'utilité de ces documents, c'est déjà accomplir un pas plus important et doit être suivi d'un second sur le chemin d'une meilleure information sur la situation d'entreprise afin que toute ambiguïté puisse être écartée. C'est d'une certaine manière le rôle des outils comptables prospectifs. Alors mes amis, on s'arrête là et on continuera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'est une vidéo qui concerne la prévention par les documents prévisionnels. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne. Au revoir et à tout à l'heure.